Alors, nous allons maintenant évoquer la loi de Malus, qui est une loi importante dès qu'on considère l'action d'un polariseur sur une polarisation rectiligne. Donc là, on va considérer une polarisation rectiligne qui a une orientation θ par rapport à l'horizontale. On va considérer un analyseur qui lui a une orientation qu'on va noter θA toujours par rapport à l'horizontale. Donc là, ce qui va être intéressant, ce qui va être pertinent, c'est l'angle que va faire la polarisation par rapport à l'analyseur. Ce sera θ moins θA. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on va faire tourner l'analyseur, si on conserve la polarisation incidente fixe, eh bien, en sortie de l'analyseur, qui je vous rappelle est avant tout un polariseur, donc on va avoir bien sûr la direction de polarisation qui va suivre la rotation de l'analyseur, mais on va aussi avoir l'amplitude de l'onde en sortie de cet analyseur qui va diminuer. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la fonction de l'analyseur, en fait, ça va correspondre à une projection. La direction rectiligne initiale, on la projette sur la direction de l'analyseur et ça nous donne l'amplitude du champ en sortie qu'on élève au carré si on est intéressé par l'intensité, par la puissance en sortie de l'analyseur. Donc on voit bien ici les effets de cette rotation. On a un analyseur qui est éclairé par une lumière polarisée, et quand on va le tourner, on peut arriver à une situation où on a extinction. C'est le cas de la dernière image sur la droite. On n'a quasiment plus de lumière qui passe, et dans ce cas-là, eh bien, on sait que la polarisation qui arrive sur le polariseur est perpendiculaire à la direction de l'analyseur. Donc, si on veut essayer de faire les calculs pour connaître l'intensité en sortie, eh bien, on obtient la loi de Malus. Alors, on peut faire le calcul simple, c'est dire l'amplitude du champ qu'on a en sortie, c'est la projection de la polarisation sur la direction de l'analyseur. Cette projection, elle fait intervenir le cosinus de l'angle que forment le polariseur et l'analyseur. Si je veux l'intensité, j'élève le tout au carré. Donc ça nous donne la loi qu'il faut connaître, qu'on appelle la loi de Malus. À travers ces lois de Malus, ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire varier l'intensité en sortie du polariseur juste en le tournant. Donc ce qu'on a ici, c'est une fonction d'atténuateur variable. Donc dans certains montages optiques, on peut utiliser un analyseur. Si le faisceau incident est polarisé rectilignement, on tourne l'analyseur et comme ça, on modifie très facilement et de manière totalement ajustable l'intensité qu'on a derrière. Il y a juste une précaution à prendre, c'est que quand on fait cette opération, on modifie également l'état de polarisation. Donc on ne peut pas, avec cette méthode, travailler à une polarisation donnée bien fixée. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi ces positions où on a le minimum d'intensité. Ça, c'est les positions pour lesquelles on a extinction. Et on a déjà eu l'occasion de le dire, il faut toujours se rappeler que l'œil, il est beaucoup plus sensible aux minima qu'aux maxima. Il est capable de détecter beaucoup plus précisément les angles qui vont conduire à cette extinction. C'est beaucoup plus facile de les distinguer par rapport aux angles qui conduisent au maximum d'intensité. Donc quand on va au niveau de l'expérience travailler, on va chercher ces angles d'extinction. Alors, si on essaye d'utiliser un formalisme comme le formalisme de Jones, on peut retrouver cette loi de Malus. Donc ici, on essaie de calculer
les propriétés du champ sortant de l'analyseur, ce sera J-out, en fonction des propriétés du champ incident qui est rectiligne et qui fait un angle θ. Là, ce qui relie les deux, c'est la matrice de Jones de mon analyseur qui va prendre en compte son orientation d'un angle θ. Donc voilà cette matrice de Jones pour cet analyseur. Donc on va faire le produit du vecteur jθ par cette matrice. Voilà le résultat que ça nous donne. Le vecteur en sortie, c'est cos carré θ cos θ plus cos θ sinus θ sinus θ. Pour la deuxième composante, c'est cos θ sinus θ cos θ plus sinus carré θ sinus θ. Alors là, il n'y a que quelques simplifications qu'on peut réaliser en utilisant également les égalités, les caractéristiques de la trigonométrie. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est mettre cos θ et sinus θ en facteur. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a le même terme qui apparaît dans les deux composantes du vecteur de Jones, cos θ plus sinus θ sinus θ. Donc ça, on va pouvoir le sortir du vecteur et on reconnaît comme vecteur cos θ sinus θ, c'est-à-dire la direction imposée par l'analyseur. Donc en sortie, on sait que J-out, ce sera la direction du polariseur et que ce sera une polarisation rectiligne. Il nous reste ce terme cos θ sinus θ sinus θ. On se rappelle des identités trigonométriques et là, ce qu'on reconnaît, eh bien, c'est la différence, le cosinus de la différence de l'angle θ et de l'angle θ. Donc, à travers ce calcul, on retrouve bien que la polarisation de sortie est orientée suivant la direction imposée par l'analyseur. C'est une polarisation rectiligne et par rapport à la polarisation incidente, eh bien, on a perdu un facteur cosinus θ moins θ. Alors ici, toujours une illustration. Dans le cas où le polariseur et l'analyseur sont parallèles, c'est-à-dire la lumière incidente polarisée à la même direction que l'analyseur, on a une différence d'angle qui est nulle. On va avoir alors le maximum d'intensité qui va traverser les deux éléments. Alors ici, on a l'impression d'avoir une petite atténuation, c'est parce qu'on a pris des feuilles polaroïdes qui sont des polariseurs qui ne sont pas de la meilleure qualité qui soit. Dans le deuxième cas, eh bien, on a croisé le polariseur et l'analyseur, c'est-à-dire que les deux forment un angle de π sur 2. Les directions imposées par l'analyseur va être orthogonale à la polarisation rectiligne incidente. Du coup, le cosinus de π sur 2, ça vaut 0, et en sortie, on a l'extinction, on n'a plus de lumière qui passe. Alors ça va être intéressant si on souhaite déterminer une polarisation. C'est quelque chose qu'on a souvent à réaliser expérimentalement. Vous avez une lumière dont vous ne connaissez pas forcément toutes les caractéristiques de polarisation. Cette lumière, eh bien, vous allez utiliser un analyseur et vous allez mesurer l'intensité qui sort de l'analyseur et vous allez prendre des mesures pour différents angles. Alors si vous portez ces différentes mesures en fonction de l'angle sur un papier polaire, l'intensité, ça va vous donner la distance entre le centre et le point que vous repérez. Si vous avez une polarisation, une onde polarisée rectilignement suivant la direction horizontale, ça va vous donner les deux cercles rouges. Si on a ce genre de figure, on sait que l'onde est polarisée rectilignement sur l'horizontale. Ça, on vérifie dans ce cas-là la loi de malus. C'est pas forcément toujours ce qu'on obtient.
il y a d'autres cas qu'on peut obtenir. Si on a une onde elliptique, on ne va pas obtenir ces deux cercles bien caractéristiques. Ce qu'on peut aussi obtenir, c'est le cercle bleu. Alors, le cercle bleu, bien souvent, on va avoir envie de l'interpréter comme étant une onde polarisée circulairement. Si on a une onde polarisée circulairement, dans ce cas-là, l'orientation de l'analyseur ne va pas jouer sur la quantité de lumière qui va passer à travers cet analyseur. Quelle que soit l'orientation de l'analyseur, on va obtenir à chaque fois la même quantité. Donc, ce cercle bleu, ça peut être une polarisation circulaire. Mais ça peut être aussi une onde qui n'est pas polarisée. Si vous avez une onde qui n'a aucune polarisation particulière, eh bien vous pouvez faire tourner votre analyseur, vous aurez toujours, quelle que soit la direction de l'analyseur, la même quantité. Donc si vous observez un cercle centré sur l'origine, ben, vous ne pouvez pas, sans mesure complémentaire, eh bien, savoir si votre lumière est polarisée circulairement ou bien si elle est non polarisée. Là, il y a une ambiguïté. Par contre, si vous êtes dans le cas rouge, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Votre onde, vous savez qu'elle est polarisée rectilignement, parce qu'il n'y a que dans le cas d'une polarisation rectiligne où on peut avoir extinction totale, c'est-à-dire une intensité qui est nulle. Et ça va être utile, notamment pour déterminer l'orientation exacte de la polarisation incidente. Donc dans l'exemple précédent, j'avais pris le cas d'une polarisation incidente qui était nulle. Donc on avait le maximum quand on était sur la direction horizontale, donc quand θ valait 0. Maintenant, si la polarisation est verticale, le maximum il sera quand θ vaut π sur 2. Et puis on peut imaginer tous les cas intermédiaires. Et on voit que ça va faire tourner les cercles en fonction de cette direction privilégiée. Alors, en pratique, ce qu'on va essayer de déterminer, ce n'est pas forcément l'angle que forme le maximum avec l'horizontale. Non, on va plutôt s'intéresser à l'angle pour lequel on a un minimum. Donc on va chercher l'angle pour lequel on a extinction de la lumière. Et pour connaître la direction de la polarisation, on va faire une rotation de π sur 2. Donc en pratique, hop, on mesure l'angle pour lequel on a extinction et on applique plus π sur 2, ça nous donne la direction de la polarisation. Donc voilà, c'est des expériences qu'il faut savoir faire quand on manipule la polarisation, ça devient un réflexe. Alors, dernier élément que je voulais évoquer, c'est ce qui se passe quand on a une onde qui n'est pas du tout polarisée. Eh bien, dans ce cas-là, pour calculer l'intensité qui résulte de l'onde non polarisée, on va faire la moyenne sur tous les angles possibles, toutes les orientations possibles que peut prendre la lumière. Donc là, on va considérer que toutes les directions possibles ont la même probabilité d'apparaître et on va calculer leur moyenne. Donc ça, mathématiquement, ça revient à prendre l'intégrale de moins pi à pi de cos carré de l'angle fois I0 fois l'angle et on divise le tout par 1 sur 2pi. Donc, comment on fait cette intégrale? C'est quelque chose d'assez classique, on retrouve aussi en électronique. Quand on calcule par exemple des différentes puissances. Le cos carré θ, on le développe en cosinus de θ. Et à partir de là, l'intégrale de cosinus d'un angle, ça, on sait l'intégrer. Ça va nous donner un sinus à prendre. Et on arrive au résultat que l'intensité qu'on obtient, c'est la moitié de l'intensité initiale. Donc statistiquement, si on a des fluctuations dans toutes les directions de la polarisation, ce qu'on va recueillir après l'analyseur ou le polariseur, parce que je vous rappelle c'est la même chose, c'est la moitié de l'intensité initiale.